Regardez le 24 News, bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Le projet de loi organique portant statut de la magistrature a été approuvé ce dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et conformément à la stratégie de l'État visant à assurer la sécurité hydrique à travers la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer. 3 wilayas ont été choisis, à savoir Chlef, Mostaganem et Tlemcen. D'autre part, et concernant les préparatifs de la 4e édition de la conférence africaine des startups, le président de la République a insisté sur l'impératif de la réussite de cet événement qui s'inscrit dans le prolongement de la foire commerciale intra-africaine ayant été couronnée d'un franc succès. Le secrétaire d'État auprès du ministre algérien des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chahib, a présidé ce dimanche à Alger la cérémonie d'émission d'un timbre postal, hommage consacré à la journée nationale de l'émigration qui commémore le 64e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961 à Paris. À cette occasion, Sofiane Chahib a expliqué que l'émission de ce timbre s'inscrivait dans le cadre d'une série d'activités prévues dans le programme national commémorant cet événement gravé dans la mémoire nationale et que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, continuait de préserver et d'inscrire dans ses décisions souveraines. On écoute. Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle étape du programme établi à l'occasion du 64e anniversaire de la journée de l'émigration. À cette occasion, nous évoquons les riches traditions du secteur postal dans le domaine de l'émission de timbres, afin d'exprimer à travers l'image l'importance que l'État accorde à sa communauté à l'étranger. L'émission de ce timbre-poste constitue une tradition symbolique et morale que notre pays s'est attaché à consolider depuis les premières années de l'indépendance, en reconnaissance du rôle décisif que notre diaspora a toujours joué, dans le processus de libération contre le colonialisme et en signe de la bienveillance et le souci permanent que l'État algérien manifeste envers sa communauté à l'étranger, qui constitue une partie intégrante de la nation. Direction Séoul à présent où le général d'armée Saïd Chengiriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a assisté ce dimanche à une exhibition aérienne organisée dans le cadre des activités de l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025. Dans ce sillage, Saïd Chengiriha s'est entretenu avec le général d'armée Son Seok-rak, commandant des forces aériennes et des forces armées de la République de Corée, qui a salué la place importante qu'occupe l'Algérie sur la scène militaire et son engagement à suivre les évolutions de la défense à l'échelle mondiale. Il a également remercié le général d'armée pour avoir honoré l'invitation et pour sa participation active à cet événement d'envergure mondiale. Et de son côté, le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a participé ce dimanche à Genève à la réunion de coordination du groupe géopolitique arabe et du groupe géopolitique africain de l'Union interparlementaire, peu avant l'ouverture de la 151e assemblée de l'UIP. Les membres des deux groupes ont présenté leurs candidats pour occuper les postes vacants au sein des organes et instances de l'Union. Pour rappel, le Parlement algérien, représenté par le vice-président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Anwar Bouchouit, avait été élu membre du bureau de la commission permanente du développement durable de l'UIP. Et puis on passe au dossier sahraoui de cette édition africaine. La République sahraoui a réitéré son refus de toute négociation ou compromis qui bafoue ou ignore le droit à l'autodétermination consacré par les résolutions onusiennes et internationales. L'agence de presse sahraoui a réagi samedi soir à la remise par Washington d'un document officieux aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara occidental et le renouvellement du mandat de la MINURSO. L'agence de presse a affirmé que la partie sahraoui ne participerait pas à aucun processus qui ne tiendrait pas compte de la nature juridique de la question en tant que question de décolonisation.
La partie sahraoui n'acceptera aucune négociation, aucun dialogue, ni même aucune discussion qui ne repose pas sur l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination et à l'indépendance. Le Front Polisario ne participera à aucun processus politique qui ne s'appuie pas sur la nature juridique de la question sahraoui en tant que question de décolonisation, qui ne peut trouver de solution juste et définitive que par l'exercice par le peuple sahraoui seul de ses droits reconnus par toutes les décisions et jugements des organisations et tribunaux internationaux et continentaux. Et à ce propos, le Front Polisario a accusé ceux qu'il qualifie de forces agissant dans l'ombre d'avoir envahi le Sahara occidental il y a un demi-siècle, d'être à l'origine de l'agression marocaine contre son peuple aujourd'hui et d'entraver le processus de paix. La défaite du Maroc l'a contraint à renoncer à sa souveraineté sur le territoire marocain lui-même et à la dignité des Marocains. Dans le même temps, elle a contraint les forces qui, en 1975, avaient planifié d'empêcher le peuple sahraoui d'accéder à l'indépendance, organiser la marche noire dans l'ombre et armer le Maroc, à reconnaître aujourd'hui publiquement qu'elles sont à l'origine de l'agression contre le peuple sahraoui et qu'elles font obstacle à la paix fondée sur le respect des résolutions pertinentes de la légitimité internationale. Les pays africains toujours solidaires de la cause sahraoui, le président mozambicain Daniel Chapo a réaffirmé le soutien inébranlable de son pays au peuple sahraoui et son droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, soulignant la nécessité d'une action au niveau international pour soutenir la juste cause sahraoui. Le Mozambique reste, selon son président, profondément préoccupé par l'absence de progrès vers l'autodétermination au Sahara occidental et appelle à l'occasion à renouveler immédiatement le mandat de la MINURSO et à établir une feuille de route claire vers le référendum promis depuis longtemps. Au Maroc, la Gen Z a repris ses manifestations pour réclamer la fin de la corruption endémique au sein du gouvernement. Après plusieurs jours d'interruption dues à une répression féroce et à des arrestations arbitraires, les manifestants sont descendus dans la rue pour la 3e semaine consécutive. Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès, Oujda ou encore Meknès, les grandes villes n'ont pas manqué d'exprimer leur colère. Mohamed Ouali Ben Chaban. Au Maroc, le mouvement de jeunes Gen Z 212 relance ses protestations dans plusieurs grandes villes. Ces manifestants réclament la création d'emplois, une lutte renforcée contre la corruption et de meilleurs services publics. Les manifestations de ce samedi ont été alimentées par un chômage alarmant touchant près de 38% des jeunes. Le décès récent de femmes enceintes à l'hôpital public d'Agadir a agi comme un déclencheur, soulignant selon les manifestants la dégradation inquiétante du système de santé. Dans toutes nos manifestations, nous disons que nous espérons que le roi et le pays nous écouteront avec des oreilles attentives et un cœur compatissant et répondront à nos revendications qui sont l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi dans ce pays. Le mouvement Gen Z opère via des réseaux sociaux et se présente comme un collectif sans leadership formel, ce qui complique le dialogue avec les autorités. Face à ces actions, le gouvernement et les forces de l'ordre ont répondu par des arrestations massives, faisant état de violence, ce qui augmente encore la tension. Cette manifestation a été organisée pour unifier nos rangs et coordonner nos actions et elle envoie un message aux autorités, même après plus de 10 jours de pause. Et nous continuerons jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites, non seulement en parole, mais aussi dans les faits. Nous voulons des solutions qui nous satisfassent, nous les jeunes, et qui nous donnent le sentiment que nos sacrifices quotidiens en valent la peine. Je pense que nous le saurons bientôt. Il y aura des changements politiques dans les prochains jours et d'ici là, nous ne pouvons pas vraiment prédire ce qui va se passer car en politique, de nombreuses variables entrent en jeu et beaucoup de choses peuvent changer. D'ici là, je pense que nous le saurons bientôt, mais la jeunesse est manifestement optimiste.
Ces manifestations révèlent une profonde crise de confiance entre la jeunesse et les institutions du Merzen. Elles dénoncent également un déséquilibre flagrant entre les dépenses spectaculaires engagées pour accueillir la Coupe du Monde de 2030 et le manque d'efforts consacrés à l'amélioration des conditions de vie d'une population de plus en plus fragilisée. Nouvelle mise à jour en ce qui concerne la situation au Soudan. Le président du Conseil de souveraineté et de transition soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, s'est dit accueillir favorablement ceux qui œuvrent pour la paix et ont à cœur les intérêts de la nation soudanaise et de son peuple, annonçant qu'il n'accepterait pas qu'une paix ou un gouvernement soit imposé au peuple. Al-Burhan a par ailleurs exprimé sa volonté de négocier, ce qui est bon pour le Soudan, et de mettre fin à la guerre d'une manière qui rétablisse l'unité du pays. On écoute. Il n'y a aucune négociation en cours avec qui que ce soit, quartet ou autre. Certains acteurs souhaitent négocier avec nous afin de trouver une solution bénéfique pour le Soudan et les Soudanais. Une solution qui mettrait fin à cette guerre et rendrait au pays sa dignité et son unité. Toute paix approuvée par le peuple soudanais, nous l'accueillons favorablement. En revanche, aucun État n'a le droit de nous imposer la paix, ni de nous imposer un gouvernement, ni encore moins des personnes que le peuple a rejetées. Néanmoins, le bain de sang continue au Soudan. Des sources médicales ont annoncé la mort de 3 civils assassinés par les tirs des FSR dans la ville d'El-Fasher, capitale de l'État du Darfour du Nord. Dans le même temps, l'armée soudanaise a annoncé avoir repoussé une attaque terrestre lancée par les forces de soutien rapide depuis 3 axes principaux dans le but de percer les défenses militaires de la ville. L'attaque terrestre des FSR s'est accompagnée d'un bombardement intense qui a visé plusieurs quartiers résidentiels et des centres d'accueil pour les personnes déplacées à l'intérieur de la ville assiégée depuis le 24 mai dernier. Le Soudan rongé également par une épidémie de choléra. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a averti samedi qu'il y avait plus de 3000 morts et 120 000 personnes atteintes du choléra dans le pays, confirmant que le système de santé soudanais avait du mal à faire face à l'épidémie de choléra aggravée par le conflit en cours, les déplacements massifs de population et l'effondrement des services de santé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont tenu une réunion consultative conjointe vendredi à Addis Abeba en Éthiopie sur les défis sécuritaires affectant le continent africain. Au premier plan des discussions figurait l'instabilité politique à Madagascar, où des semaines de manifestations ont conduit à un changement de gouvernement. L'UA a suspendu Madagascar de toutes ses activités et déployé une mission de haut niveau pour dialoguer avec les acteurs locaux. L'Union africaine maintient son engagement en faveur d'une tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement. La position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est que Madagascar souligne l'attachement de l'Union au constitutionnalisme, à la gouvernance démocratique et à une légitimité citoyenne. Cette réunion a également permis d'examiner la demande de longue date de l'Afrique d'avoir une représentation permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. L'humanité mérite un système multilatéral efficace et un réseau qui doit évoluer pour refléter les réalités et les aspirations du monde d'aujourd'hui. Par conséquent, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU demeure urgente et nécessaire. La voix de l'Afrique au sein de l'A3+, s'affirme de plus en plus, représentant ainsi notre union de manière remarquable. Un Conseil de sécurité de l'ONU réformé doit refléter l'équité, l'équilibre régional et l'inclusion mondiale. Must reflect equity, regional balance and global inclusiveness. On vous emmène maintenant au Nigeria, sur la plage de Lagos, où des tortues marines rescapées des filets de pêche reprennent tout doucement le chemin vers l'océan, leur habitat naturel. Un moment rare sur la côte qui invite à réfléchir à notre rapport à la nature. Maria Schouyer.
Elles avancent lentement vers les vagues l'une après l'autre. Elles regagnent leur habitat naturel. Après plusieurs semaines de soins, ces tortues marines ont retrouvé des forces. Piégées dans des filets, blessées par le plastique ou épuisées par la pollution, certaines avaient peu de chances de survivre. Aujourd'hui, c'est la liberté. Elles reprennent le chemin de l'océan, une scène rare et émouvante sur le littoral de Lagos. Outre la remise en liberté de ces tortues marines, nous avons ratissé les zones côtières et sensibilisé les pêcheurs sur l'importance de leur conservation. Je ne dis pas que tout le monde ne sera pas d'accord, mais nous travaillons activement avec de nombreuses communautés. Il est crucial d'équilibrer ce système entre conservation et consommation. Après des semaines de traitement, ces espèces menacées glissent de nouveau vers l'océan. Elles rampent, s'arrêtent puis disparaissent une à une dans l'écume. Sur la plage, les bénévoles ramassent les déchets. Certains parmi eux découvrent la mer autrement. Pour cette jeune femme, ce moment n'est pas qu'un geste pour la planète. C'est un retour à quelque chose de plus profond. Pour nous, c'est un retour aux sources. C'est un sujet que nous apprenons constamment. Nous avons des encyclopédies, nous regardons des vidéos et les enfants sont passionnés par la nature. Mais avoir un espace où nous pouvons réellement participer et contribuer à la propreté des plages, à la création d'un environnement favorable pour les tortues et à leur remise en liberté est un moyen absolument inoubliable. Voir les tortues relâchées dans leur habitat, voir tout le monde si passionné et enthousiaste m'a vraiment fait comprendre l'importance de ces choses. Il est donc primordial que nous en fassions une priorité, non seulement pour les tortues, mais aussi pour les autres animaux marins. Le Nigeria abrite 5 espèces de tortues marines, toutes menacées de disparition. Entre pollution, urbanisation et pêche intensive, leur survie reste précaire. Ces tortues, désormais libres, rappellent que la sauvegarde de la nature dépend avant tout de la conscience et de l'action de chacun. Sport football, le Mouloudia d'Alger a ramené un précieux nul de son déplacement à Yaoundé où il a réussi à tenir en échec la formation camerounaise du FC Colombe, 1-1 ce dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo, un match comptant pour la manche allée du second tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. L'OMBA a ouvert le score pour son équipe à la 14e minute. Du côté algérois, c'est Ayoub Rzala qui a égalisé dans les dernières minutes du match. À noter que le match retour se jouera le 26 octobre au stade Ali Ammar d'Ali La Pointe à Douera, Alger. Alger, on y reste. La Villa Boulkine accueille pour le 2e jour consécutif le Festival culturel des créations féminines. Un événement qui met en valeur le talent des femmes du sud algérien entre tradition, modernité et patrimoine vivant. Fellah Leili. À la Villa Boulkine à Alger, s'est ouvert le Festival culturel des créations féminines. Un rendez-vous placé sous le signe de la créativité, de la diversité et du talent féminin. Des artistes et créatrices venus du sud algérien, de Tamanrasset, Timimoun, Ilizi et Tindouf, exposent leurs œuvres inspirées du patrimoine saharien et des traditions locales. Entre mode, artisanat, peinture et musique, la femme du Sud exprime toute la richesse de sa culture et de son savoir-faire. Alors je suis très heureuse qu'un festival décide de mettre en valeur la femme du Sud et la culture du Sud. C'est une occasion de tout à fait. La création des femmes du Sud, elles font des huiles essentielles, elles font des créations à base de cuir, la manière de s'habiller. Elles nous apprennent comment mettre tizernes ou autre chose. Et là, moi, ça me fait ma fierté et j'espère que on va dédier plusieurs festivals, plusieurs éditions parce que une seule ne suffit pas. Les créations exposées entre modernité et tradition montrent que la culture du Sud reste une source d'inspiration vivante et universelle. Le Festival national de la création féminine. J'étais honorée d'être sélectionnée
parmi les artistes qui exposent dans cette édition 10. Et ça me fait trop plaisir de partager ma série qui sont deux toiles, l'africain et l'africaine. Voilà. Donc vous trouverez les deux. Il y a un mélange dans le style abstrait, surréalisme, les motifs, les symboles, etc. Je voulais mettre en avant le côté guerrier de la femme du Sud. Je voulais le représenter à travers mon œuvre qui est inspirée et des couleurs de Janet et aussi de la culture touareg. Organisé sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, ce festival met à l'honneur la femme algérienne dans toute sa diversité. Un hommage à la créativité féminine qui fait rayonner le Sud algérien avec toute sa diversité et son riche patrimoine. Et voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al 24 News. À demain.